Bonjour à tous, j'espère que vous avez fait une bonne pause déjeuner. On se retrouve, il est 14 heures pour la suite donc du SkillsCamp Fusion 360. C'est parti, on va recevoir nos invités et là, on va parler design génératif. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé. On est vraiment dans les nouveaux défis de la conception 3D, la thématique de ce rendez-vous. Je suis accompagné pour cela de Bertrand Mazur et de Charles Cambianica. Charles Cambianica de Decathlon. Du coup, merci à vous deux d'être présents pour ce temps de partage. Est-ce que vous m'entendez bien, Charles, Bertrand? Ouais, très bien. Très bien. Super. Eh bien, ravi de vous avoir. Alors, je sais que vous nous avez concocté une présentation assez chargée avec cette fois-ci un regard sur la conception produit, du coup, grand public, avec toutes les conceptions réalisées par les équipes Decathlon. Et donc, de voir comment le design génératif et les outils comme Fusion 360 permet d'innover, d'avoir aussi une vision un peu des produits et des futurs produits. Merci d'être là tous les deux. Je vous propose d'entamer cette présentation. On gardera un petit temps de questions-réponses juste avant de passer sur la table ronde avec deux prises de parole autour de la conception complexe. Super. Bonjour à tous. Donc, Bertrand Mazur, je suis ingénieur d'application chez Autodesk. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles Cambianica que je vais laisser se présenter à son tour. Bonjour à tous, Charles, moi je suis directeur design chez Decathlon, je m'occupe de l'Advanced Design, donc un studio d'exploration créative, et puis d'un studio de création sur la course à pied avec LNG. Donc, aujourd'hui, on va aborder la session en 30 minutes. Donc, l'idée principale, c'est de vous donner justement une approche du generative design, comment on approche justement cette nouvelle manière de procéder. Et c'est un petit peu comme ça qu'on est entré chez Decathlon il y a quelques années avec le projet qu'on va vous présenter, qui est le projet PNPL, qui est un projet de vélo, du moins en tout cas qui reprend un petit peu différents éléments du vélo en generative design. Et donc, on va avoir justement cette nouvelle approche pour designer des produits de consommation. Donc, l'agenda est assez puisqu'on va tout d'abord démarrer par une petite introduction de Decathlon. On va ensuite revenir sur deux projets. Le premier, effectivement, que j'ai commencé à vous introduire, qui est le projet PNPL. Et on va arriver sur un second projet, puisque avec l'équipe de Charles m'avait contacté il y a un petit semestre et on a travaillé sur un arc à poulie, donc pour vous montrer un petit peu le principe. Quelques mots sur Decathlon. Alors, on est en France, je pense que tout le monde connaît Decathlon. Pour donner une idée, on connaît souvent le retail. C'est aussi une entreprise de conception. Aujourd'hui, on a 100 000 collaborateurs, à peu près 3 600 produits développés chaque année, à peu près 300 designers, 1000 suppliers, et on a une direction très claire vers 100% de produits éco-conçus en 2026. Donc, beaucoup d'enjeux de conception devant nous dans les prochaines années. Donc, c'est un peu le cadre dans lequel j'exerce avec l'Advanced Design, qui est finalement une entité d'éclairage un peu des enjeux à venir et de défrichage de solutions technologiques ou d'approches créatives sur les grands défis de l'entreprise dans les années à venir. Alors, aujourd'hui, le principe du generative design, c'est vrai qu'on a différentes manières de l'aborder. Donc, le principe est toujours assez traditionnel, c'est-à-dire que sur une vision assez traditionnelle de la chose, on va se dire, bon, allons-y, on va concevoir une chaise. Donc, effectivement, l'utilisateur, en tout cas le designer, va s'approprier deux
une dizaine d'explorations, et c'est vrai qu'on a ce postulat-là. D'une manière un peu plus moderne et contemporaine, on va plutôt avoir une philosophie de dire bon bah voilà, je vais créer quelque chose, mais sur lequel je peux m'asseoir. Donc ça sera plutôt un élément, et je vais essayer justement d'avoir quelque chose de plus moderne et qui va embrasser beaucoup plus de prismes. Donc c'est là où effectivement le generative design va un petit peu chambouler l'organisation des différents services, va casser les silos, puisqu'on va effectivement mettre en équation des méthodes de fabrication, des choix de matériaux. On va mettre aussi des choix de géométrie à garder ou à éviter. Et tout ça va faire que ça ne va pas forcément être des données qui vont provenir du designer en soi. Donc, c'est là où effectivement l'outil est présent, des connaissances à apporter, et surtout un changement de mentalité pour aborder un projet de generative design. Donc, c'est un petit peu dans cette approche qu'on a abordé le projet PNPL, et Charles va vous en dire un petit peu plus, mais c'est vraiment une exploration de comment le generative design va révolutionner le travail du designer. Alors, ce projet, en fait, il naît d'une exploration sur la proposition de valeur de Decathlon dans les années futures, avec plusieurs, on va dire, sujets d'exploration à l'intérieur. Le premier qui est en quoi l'intelligence artificielle va modifier la façon d'opérer les métiers créatifs dans les années futures. On a vu, évidemment, comme tout le monde, plein d'images arriver sur Internet, ces nouvelles technologies, sans l'avoir jamais vraiment testé, sans avoir jamais vraiment compris. Donc, dans ce projet-là, on avait envie d'aller vers ces technologies-là pour comprendre ce qu'elles peuvent nous apprendre et puis en quoi elles vont modifier potentiellement notre workflow dans les années qui viennent. On avait un sujet sur la réduction d'empreinte environnementale et sur les vélos de course, la fibre de carbone, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on sait relativement peu ou pas la recycler. C'est un matériau qui est complexe sur la gestion de son cycle de vie complet. C'est un matériau qui est complexe en fabrication. On avait aussi des enjeux de fabrication plus locale. Est-ce que c'est possible? Comment? Et puis, on avait des questions en tête sur le vélo sur mesure. Quand les vélos étaient faits encore avec des tubes métalliques, on allait voir son vélociste et c'était assez simple de se faire un vélo sur mesure. Avec l'arrivée du carbone, on a gagné énormément en poids, en rigidité, mais on a perdu sur la dimension adaptable du cadre. Et donc, on se posait la question des technologies additives et de qu'est-ce que tout ça pourrait donner chez nous. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact avec Autodesk en expliquant un peu notre démarche, ce qu'on avait en tête, les explorations qu'on voulait mener, mais en étant très clair aussi sur le fait que on ne savait pas se servir de ces solutions-là, on les connaissait mal, et donc on a rentré dans une collaboration autour du vélo pour essayer de mieux comprendre ensemble ce que ça pouvait transformer chez Decathlon. Ce qu'on avait entre les mains au moment où on a commencé à se parler, c'est une vision ou une expression un peu de là où on voulait aller. Donc, c'était l'assimilation qu'on avait faite de ces technologies-là, et ce côté organique qui était intéressant pour nous d'un point de vue créatif, il est aussi en opposition avec la dimension aérodynamique. Donc, on avait fait un premier sketch, une première 3D, se dire, voilà, on a des enjeux d'expression de la légèreté, d'expression de quelque chose qui est construit par l'intelligence artificielle, et en même temps, une forme de maîtrise sur un certain nombre de formes ou de paramètres du vélo. Et donc ça, c'est ce qu'on peut mettre sur la table pour commencer à discuter. Et puis voyons où ça nous mène. Dans l'idée, on voulait réfléchir à un projet avec une expérience complète. Donc là, on va résumer très rapidement, mais l'idée, c'était de dire en quoi ce produit s'intègre aussi dans une expérience 360. Et donc, on rentre dans un système avec Decathlon où il y a du digital, où il y a du produit, où il y a du coaching, où il y a du service, où il y a énormément de choses. Et à un moment donné, il va y avoir cette possibilité d'avoir un vélo sur mesure, et comment est-ce que ça peut se passer, à quoi ça peut ressembler, et comment est-ce qu'on peut se servir aussi du generative design et de l'additive manufacturing pour vraiment impliquer l'utilisateur final aussi dans
à la fois l'utilisation de ses paramètres personnels, mais aussi d'être capable d'assister à la naissance du vélo, au print du vélo, etc. Donc tous ces éléments-là, en fait, ils faisaient partie de ce qu'on avait imaginé. Donc ça, c'est les premières images des rendus 3D qu'on avait fait du vélo. Donc pour travailler sur ce projet, on avait utilisé une première étude qui avait été faite avec Autodesk et une entreprise qui s'appelle Anybody, qui est spécialisée dans la captation de données sur les corps humains et sur les efforts produits par un corps humain sur une structure. Et donc en fait, il y avait des cas de chargement sur différentes positions, aéro, au freinage ou au sprint, et avec des load cases en fait sur les pédales, la fourche, la selle. Donc nous, on a décidé de se concentrer sur la partie fourche parce que ça simplifiait pas mal le projet, mais en fait, on a utilisé ces données-là pour avoir des données complémentaires aux données qu'on avait en interne sur les structures qui étaient très dépendantes des données normatives, en fait, qui sont bien plus exigeantes que les données réelles d'usage sur certains scénarios d'usage, mais qui ne sont pas complètes. Et donc, on est venu associer, en fait, ces données-là avec les données normatives. Donc, pour revenir un petit peu aussi sur comment le produit et comment il fonctionne, donc on voit effectivement que dans un premier temps, on va ici mettre en... Si j'arrive à faire pause. Voilà. Donc, on va avoir nos différents éléments fournis justement par les simulations et on a essayé aussi d'appliquer certains aspects qu'Anybody nous avait fournis. Donc, dans un premier temps, on va toujours commencer par les zones préservées. Donc là, effectivement, on a le bas de la fourche et le pivot central, où on va pouvoir appliquer les différents cas de chargement de la norme. Ensuite, on va lui appliquer différents objectifs, donc soit minimiser la masse, soit renforcer les contraintes mécaniques. Et ensuite, c'est là aussi ce côté intéressant du generative design, en tout cas qui donne plus de possibilités que l'optimisation topologique, puisqu'on va pouvoir aller au-delà de l'impression 3D. Donc, on va avoir effectivement la possibilité de mettre de l'impression 3D dans les 6 directions, mais on va aussi pouvoir mettre en place du subtractif, en tout cas de l'usinage 2 axes et demi, 3 axes, 4 ou 5. Et aussi avoir tout ce qui va être die casting. Donc, à partir de là, on va effectivement avoir cette première approche, et ensuite, on va appliquer des matériaux, donc soit sur une méthode de fabrication, soit sur toutes les méthodes, et ensuite, on va pouvoir effectivement générer, en tout cas envoyer les données à résoudre sur les serveurs Autodesk. Donc, ce qui est intéressant justement sur ce principe-là, c'est qu'on va pouvoir opposer en abscisse et en ordonnée soit le facteur de sécurité, soit le déplacement, soit le poids, ce qui va nous permettre justement de visualiser les différents éléments, puisqu'on ne va pas avoir un seul résultat, mais plus d'une dizaine de résultats en fonction du nombre de paramètres que l'on a mis, et on va pouvoir les confronter. Donc, la confrontation va se passer de cette manière, donc avec le large model viewer d'Autodesk, on va pouvoir réaliser et déterminer justement quel est le modèle qui va nous plaire. Donc, on va l'exporter en BREP, et à partir de là, effectivement, va recommencer un travail de design où on va pouvoir tendre les surfaces et essayer de coller aux exigences des designers pour poursuivre justement le DNA de Decathlon en termes de forme. Donc, voilà un petit peu le projet réalisé. Donc, effectivement, là, on est sur un prototype physique. Donc, la fourche avait été imprimée dans un premier temps sur un HP PolyJet. Et donc, c'est vrai qu'on a
La grande difficulté était de pouvoir imprimer cela en métal. Donc, on avait un partenaire qu'on avait rencontré, c'était un de mes voisins pour l'anecdote. Et donc, SLM, effectivement, avait la possibilité d'imprimer directement 8 fourches debout d'un seul bloc. Donc, ce qui nous a permis justement de valider cela. Donc, on a eu quelques difficultés avec le Covid pour interagir avec les différentes entités, mais on a réussi à obtenir justement ce modèle qui est en validation chez. Ouais, donc aujourd'hui, on a un print en titane qui est réalisé. Enfin, on a une série de prints. Et ils doivent être sur les bancs de test à peu près au moment où on se parle. En tout cas, je crois que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont en train de les torturer. On n'est pas au target de poids qu'on s'était fixé. Il y a encore pas mal de choses à régler, mais on avance. En tout cas, ça nous a appris beaucoup sur l'utilisation de la technologie. On sait qu'on n'est peut-être pas prêt tout de suite à basculer sur du print metal, qu'il faut qu'on explore aussi peut-être des technologies d'impression de fibre de carbone composite. Mais en tout cas, ça nous a permis de comprendre pas mal de choses. Je vois qu'il y a une question sur la soufflerie. Pour nous, pour l'instant, c'est pas encore le sujet, c'est trop tôt. Là, on est vraiment sur comment est-ce qu'on change la façon dont on interagit ou on imagine la conception d'un vélo demain. Donc en fait, on est plus en train d'ouvrir les questions auxquelles on doit répondre de manière pragmatique dans les années qui viennent et d'essayer des technologies. Donc c'est vraiment c'est un projet exploratoire pour comprendre quelles sont les nouvelles opportunités offertes par la technologie aujourd'hui. Après, pour la soufflerie, on s'était un petit peu affranchi de cela avec par-dessus pour répondre justement aux normes UCI imposées par. Ouais, on a un carter en Lexan en fait qui est formé et qui vient se clipper sur la fourche. Donc le deuxième projet, c'est le projet de l'ARC. Je vais te laisser l'introduire, Charles. Ouais, bah, en fait, à l'issue de ce premier projet, cette première exploration sur le vélo, on avait envie de continuer à faire des choses ensemble avec Bertrand, à essayer des choses. Et en fait, on a trouvé intéressant de travailler sur un arc. Parce que l'arc de base, c'est le produit fait par la nature. Hein, on choisit la branche dans la forêt et on essaye de trouver la bonne pour faire un arc. Et puis, depuis 150 ans, l'arc a évolué, il est devenu plus technologique. Et on s'est dit que ce serait intéressant de se reposer la question de la nature ou de l'intelligence artificielle pour venir retravailler cette structure et finalement retrouver la connexion avec l'organique ou avec le naturel, mais supporté par la technologie. Et donc, on s'est dit, bah, lançons-nous ce défi là de travailler sur un arc où le châssis serait construit à partir de générative. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est vrai qu'avec les avec l'expérience qu'on avait acquise lors du précédent projet avec Charles, bon, là on a travaillé en binôme uniquement de manière indirecte, mais la difficulté première effectivement c'est toujours d'avoir une forme, une starting shape. Donc une forme qui va nous aider justement à travailler et à diriger un petit peu l'intelligence artificielle là-dessus. Donc on a une nouvelle technologie chez Autodesk sur Fusion 360 qui nous permet justement de sélectionner certaines phases, de dire bon bah voilà je vais avoir des éléments et donc très rapidement, en moins de 5 minutes, on va pouvoir avoir 6 alternatives. Et donc, on va obtenir justement un T-spline que l'on peut transformer, etc. et préparer pour la scène suivante. Donc, effectivement, une fois renseigné, on va pouvoir obtenir différents résultats, donc avoir des itérations. Donc on voit effectivement comment évolue l'AI avec le generative design. Donc on n'est vraiment pas sur de l'optimisation topologique, on va réduire effectivement une forme. Là aujourd'hui avec le generative pouvoir augmenter la forme ou la réduire. C'est pour ça qu'on voit justement cette courbe d'itération qui peut augmenter en termes de poids ou en termes de coefficient de sécurité. Donc,
effectivement, la difficulté que l'on a effectivement avec ce genre de forme, c'est d'avoir qui ressemble toujours un petit peu à une boîte d'allumettes ou à ce que disait Charles, c'est oh, Bertrand, tu me génères une tour Eiffel. Donc, on a essayé effectivement d'orienter les formes et les cas de chargement pour obtenir justement une forme que l'on va pouvoir retravailler et muscler un petit peu aussi. Donc, c'est là où effectivement la forme finale nous a permis effectivement d'explorer comment on allait positionner la main, remettre aussi un contrôle de courbure avec un rayon minimum à respecter. Alors, pour l'impression 3D, ça va pas forcément l'embêter, mais pour du die casting ou ce genre de choses, ça peut avoir un impact. Et on s'est rendu compte aussi que le fait de tendre un petit peu et d'accélérer les formes anti-spline, la simulation, en tout cas les résultats de simulation étaient d'autant plus résistants, plus intéressants. Donc on a lié un petit peu ce côté de beauté organique qui justement la forme aussi beaucoup plus robuste en soi. Donc là, effectivement, je vais te laisser parler, Charles. Je crois que j'en ai... Pour moi, c'était super intéressant parce que souvent, dans le workflow des designers industriels, en fait, on utilise des solutions qui sont différentes de celles de l'engineering. Et en fait, on rentre très vite dans des processus itératifs où il y a énormément d'allers-retours, mais avec des plateformes logicielles qui sont différentes. Et en fait, ces fonctions-là d'édition du T-spline et de reconversion, en fait, elles étaient absolument géniales pour moi parce que ça me permettait de vraiment rentrer dans la forme tout en ayant à la fois un retour technique relativement immédiat et en même temps un fichier d'interaction avec Bertrand qui mettait pas par terre tout ce qu'on avait fait à chaque fois que moi j'avais envie de changer un peu le flow d'une courbe ou de remettre un peu de douceur à un endroit. Et donc ça, pour moi, c'est une vraie progression en fait dans la façon dont on interagit entre engineering et design industriel. Donc bon, ça, c'est des rendus qu'on a fait à l'issue du projet pour illustrer, qu'on a équipé avec l'accastillage, les pièces techniques qu'on a sur l'arc actuel dans la gamme. Donc on a un poids qui est théoriquement 42% plus léger que la structure d'origine. L'objectif est de l'imprimer en aluminium. Donc c'est pour ça aussi on avait créé cette scission pour réduire justement le volume de l'impression 3D. Donc c'est aussi un choix pour réduire la taille et donc minimiser le temps d'impression. Pour la fourche, pour vous donner un ordre d'idée, sur la SLM, sur toute la hauteur des fourches, on a eu plus de 3 jours et demi d'impression en titane. Donc là, effectivement, on l'a pas encore imprimé en aluminium puisqu'il y a encore des ajustements à faire, mais sur l'HP, c'est imprimé en quelques heures. Donc c'est vrai que ça change radicalement le temps d'obtention du prototype. Donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Donc on n'a pas terminé encore sur Stark, il y a encore du boulot, on a encore eu de faire pas mal de choses. En tout cas, ça nous a ouvert pas mal de perspectives. Moi, je me suis dit qu'il y avait énormément de choses à créer. Qu'il y avait aussi dans des sujets complexes comme ça, comme sur l'arc, où il y a énormément d'outils de visée, d'équilibrage des masses, de carquois pour les flèches. En fait, ça simplifie énormément aussi le travail de l'architecture de cette forme-là pour venir attraper des points de fixation qu'on a prédéfinis. Donc, hyper intéressant au potentiel et ça reste exploratoire. On sait que technologiquement, il y a beaucoup de choses à creuser. Mais en tout cas, ça nous a énormément appris et donné envie d'aller beaucoup plus loin en fait, sur le sujet. Je vois qu'il y a une question sur la création des moules à l'issue générative pour les pièces en composite. Alors moi, je ne saurais pas répondre à cette question-là. L'arc, on l'a travaillé plutôt dans une perspective d'impression 3D, y compris avec des méthodes d'impression renforcées ou chargées avec du composite.
mais pas pour du moulage. Donc, je ne sais pas, Bertrand, si tu as une réponse. Après, au niveau du moulage, c'est toujours le même principe. On va avoir la forme, on va pouvoir la réadapter pour la rendre disponible, en tout cas fabricable avec un moule. C'est ce qui s'est passé pour la chaise de Stark, AI Chair, la chaise de Philippe Stark, qui a été développée avec Cartel et Autodesk. La forme obtenue en generative design a permis justement de diriger les designers, mais la forme en soi, il faut la retravailler. Il y a des angles de dépouille, des lignes de joint à respecter, etc. Donc, dans tous les cas, c'est toujours un premier une approche qui va nous permettre d'aller explorer de nouveaux possibles. Mais c'est vrai que obtenir directement une forme qui sera imprimable en injection plastique ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on va l'obtenir, mais il faut rester quand même mesuré là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est clairement l'objectif. C'est-à-dire qu'on va avoir cette vision séquentielle et traditionnelle du concept, du moins de l'ID à la fabrication, où effectivement on va créer différentes possibilités, mais il va falloir toujours passer par les méthodes et les fabrications pour valider, ou en tout cas l'ingénierie pour valider cela. C'est là l'intérêt du generative design, où on va mettre justement en équation ces paramètres de fabrication pour l'impression 3D, pour l'overangle à respecter, etc. C'est vrai que pour SLM, on n'a pas dû grandement modifier la pièce. Donc après, c'est vrai que pour de l'usinage en 2 ou 3 ou 4 axes, on peut déjà dire la taille de la tête de fraisage, la longueur de l'outil, et donc lui va nous créer une pièce qui nécessitera moins de retouches là-dessus. Merci Bertrand. Merci Charles. En tout cas, c'était hyper inspirant à travers les deux exemples que vous nous avez montrés, mais on voit que finalement, c'est l'ensemble des produits qui peuvent être concernés. Vous avez en partie à certaines questions. Il nous reste quelques minutes justement pour essayer d'y répondre. Il y avait effectivement la question d'est-ce que c'est dédié uniquement à la fabrication additive. Bertrand, tu as répondu en partie en indiquant que dans la démarche du design génératif, on va aussi préciser quel type de mode de fabrication on veut utiliser et forcément les itérations proposées seront différentes en fonction de ces modes de fabrication. Donc, tu as répondu en partie à ça. Et pour répondre à la question sur les licences éducation, oui, tous les produits Autodesk sont gratuits pour les étudiants. Donc, on a une équipe en Allemagne sous Philippe Müller qui est capable de vous accompagner et de vous répondre là-dessus. Si vous n'arrivez pas à les contacter, n'hésitez pas à me pinguer directement. Et oui, le generative design est compris là-dessus. Donc, c'est d'ailleurs, on a des relevés statistiques de l'utilisation du generative design sur nos serveurs, et ils représentent à peu près 30 ou 35% des résultats obtenus sont créés par le monde de l'éducation. Du coup, oui. Sur la dissymétrie de la... Oui, justement, c'était la dernière question qu'on aurait pouvoir traiter avant de passer à la table suivante. Ouais, en fait, c'est très simple. Il y a un frein à disque sur le vélo, et donc la pression de freinage est exercée sur une des deux jambes, et donc il y a une dissymétrie de la structure pour ces raisons-là. Sachant que la dissymétrie initiale était beaucoup plus forte, et que dans les loops itératifs qu'on a fait avec Bertrand, on a privilégié une structure plus stable sur les deux bras pour réduire la dissymétrie qu'il y avait sur les deux. Mais c'est l'effort de freinage en fait qui crée la dissymétrie sur les résultats initiaux. Et du coup, c'est intéressant parce qu'au-delà de l'intuition du concepteur, c'est là où le logiciel va aussi pouvoir proposer des choses qui nous sortent un peu de la zone de confort, je dirais, ou d'a priori. Donc, c'est là tout l'intérêt aussi de l'outil.
Du coup, je vous propose de s'arrêter là, mais juste pour mieux continuer, puisque on va enchaîner avec une table ronde avec de nouveaux invités. Si vous voulez rester avec nous, Bertrand et Charles, vous pouvez rester bien sûr, et on va faire monter sur scène David Bounour et du coup Édouard Carrette. Vous pouvez simplement soit couper vos micros et rester avec nous, ça peut être sympa parce qu'on va continuer à parler de conception complexe, de design génératif. Et si vous voulez rebondir ou participer, c'est avec grand plaisir. Donc, je vous garde un petit peu à mes côtés.